Bonjour, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va poursuivre là où on avait arrêté à la dernière vidéo. Donc, la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait ajouté Identity à un projet Web API en ASP.NET Core. Alors, on avait fait ça, on avait créé un utilisateur. Donc, si vous vous rappelez, on est ici dans le Account Controller. On a notre fonction Register. Euh, Puis on utilisait donc Postman pour valider que la création d'utilisateur fonctionnait bien. Alors, à partir de là, bien sûr, ce projet-là, il est disponible sur le site web du cours, mais vous l'aurez également dans la description de la vidéo. Alors, on va poursuivre à partir d'ici pour ajouter un token, donc la création d'un token à notre projet. Alors, la première chose qu'on devra faire, c'est ajouter les packages NuGet manquants. Et si vous êtes comme moi, donc tricher en ouvrant le PowerPoint du cours, ça risque d'aider quand même parce que personnellement, il n'y a aucune chance que je me rappelle par cœur de tous les trucs qu'il faut ajouter, du moins que je m'en rappelle sans faire aucune erreur. Alors, j'aime mieux faire des copier-coller. Je vous rappelle, on a moins de chances de faire des petites fautes, des petits oublis, des fautes de frappe, des trucs comme ça. Alors, bon, j'accorde pas une très grande importance au par cœur. L'important, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'on a devant les yeux, selon moi. Pas nécessairement d'être capable de le refaire par cœur. Alors, on va venir ajouter notre dépendance NuGet. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? C'est donc JWT pour ici, on le voit ici, c'est JSON Web Tokens. Okay, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est JWT, c'est pour JSON Web Tokens. On va utiliser la partie qui est faite vraiment pour l'authentification avec ASP.NET Core. Donc, on va installer lui. On remarque aussi que la version du package, c'est la même que tout ce qu'on a dans nos autres packages là, avec Identity, avec Entity Framework également. Oups. Si on vient voir, peut-être que là, j'ai installé. Donc, on voit 5.0.3. Donc, quand on vient ici avec JWT pour un token web en JSON, on voit ici, même version. Fait que ça va avec tout le reste. Parfait, on va vouloir prendre ça. On va l'installer. Bon, génial. Alors, ça nous donne une option relativement facile pour générer un token lors de la connexion d'un utilisateur. Donc, utiliser un token pour valider la connexion. Donc, bien entendu, on ajoute un truc, il faut aller le configurer dans Startup. Alors, la première chose qu'on devrait faire, c'est ici. On va venir lui dire add, je crois que c'est default token provider. Donc, voilà. Ensuite, on devra ajouter la configuration directement du token. Là, on lui dit utilise un token, mais donc on va devoir venir lui dire aussi comment est-ce qu'on veut qu'il utilise ce token-là. Donc, on va venir ici ajouter l'authentification. Donc, l'authentification qui est principalement connecter une personne ou s'assurer que c'est vraiment la bonne personne qu'on connecte. Donc, ici, on va utiliser une option. Parfait. Et on va ajouter certaines options à l'intérieur ici. Donc, c'est quoi les options? Alors, je triche, je viens voir directement le PowerPoint parce que c'est difficile de se rappeler tout ça par cœur, encore une fois. Donc, on va venir prendre nos options. Puis là, il faut simplement dire c'est quoi les différents schemes à utiliser. Les schemes, c'est pour spécifier que le token, c'est un type bearer. Alors, il faut spécifier partout que ça va être un token de type bearer. Si vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait avec. C'est pas un peu ce qu'on a fait, c'est exactement ce qu'on a fait avec Spotify. Donc, Spotify aussi, c'est un token de type bearer. Ça veut dire que dans l'entête de chacune de nos requêtes HTTP, on mettait authorization, bearer, espace, et le token.
eh bien, c'est aussi ce qu'on va vouloir faire ici. Il faut juste donc le spécifier. Donc, les quelques schemes importants. Donc là, laissez-moi valider c'est lesquels. Authenticate, Challenges et Default. Et juste scheme, OK. Donc, Default, Challenge, parfait. Donc, j'ai essayé différentes choses. Il semble que ce soit celles qui sont nécessaires pour que le fonctionnement se passe correctement. Et finalement, juste le default scheme. Oups. Hey. Bon, OK, parfait. Authenticate scheme. Génial. Donc là, normalement, on a spécifié. Pardon. Normalement, là, on a spécifié que notre token est de type bearer. Parfait. On a dit aussi que identity, on va utiliser ce token de type bearer. Ensuite, on va venir vraiment ajouter là, notre token. Donc, JWT bearer, encore une fois. Ici, on va retourner voir parce que, bon, le par cœur, c'est pas mon fort, donc je vous demanderai jamais ça. Selon moi, c'est pas d'être capable d'écrire ça par cœur l'important, c'est d'être capable de le voir, comprendre ce qui se passe. Alors, okay. Donc on va venir mettre certaines options ici. Encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir avoir comme option? Ben, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ce qui peut être intéressant, c'est donc d'enregistrer notre token. Parfait. Ensuite, une autre option intéressante, on peut lui dire, bon, est-ce qu'on veut forcer l'utilisation de l'authentification en HTTPS ou non? Bon, moi je pense que envoyer un utilisateur puis un mot de passe en HTTP, ça peut être une grosse faille de sécurité. Donc, je serais porté à vraiment le forcer à utiliser HTTPS. Par contre, comme qu'on est en phase de développement, on pourrait se dire, tant que je suis en développement, je mets ça à face, mais avant vraiment d'envoyer ça en production, de déployer ça sur le web, ben là, je vais le mettre vraiment juste en HTTPS. Ici, je vais mettre tout de suite true. On va être sûr de pas l'oublier puis de pas déployer une application avec une faille de sécurité déjà présente. Ce serait un peu dommage. Okay. L'autre option qu'on a, on voit que c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour valider notre token. Donc, quand on va recevoir un token dans notre API, là j'ai dit un token, mais token c'est l'auteur qui a fait Lord of the Ring. Là, c'est un token tout court. Donc, ça, c'est pour s'authentifier. Alors, token validation parameters, parfait. Et là, c'est un nouvel objet, donc new. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il nous met tout le chemin de ça ici. On va juste faire un petit using. Je pense que ça va être mieux. C'est parce qu'on a deux fois un truc avec le même nom. Et non, ok. Pas très grave, pas très grave. Alors voilà, puis on va directement créer notre objet à l'intérieur. Alors, deux trucs intéressants. Donc, on va parler d'audience et d'issuer. Donc, validate audience. On peut mettre ça à true par défaut. Validate. Oups. Je crois là que j'ai fait une petite erreur. Okay. Ensuite, validate issuer égale true. C'est quoi ça, l'audience et l'issuer? Donc, l'issuer, c'est donc notre serveur qui produit le token. Alors, ça va être comme encodé à l'intérieur du token. Puis, c'est s'assurer que le token provient vraiment de nous. Est-ce que ça, c'est important qu'on s'assure que le token, il provienne de nous? Je pense que ça peut être intéressant. De toute façon, une fois que votre API sera déployée,
ben, vous allez toujours avoir la même URL pour lui accéder. Alors, je ne crois pas que ça va vous créer de problème quelconque d'ajouter ça. Pour l'audience, donc là, ça c'est à qui ça s'adresse. Alors, si vous avez juste un client, donc un client Angular, on pourrait venir le valider pour s'assurer que notre audience, donc, petite minute, je vais juste regarder qui est valide audience. Ouais. Donc, valide audience. Donc, on peut dire directement, bon, ben ça va toujours provenir de localhost 4200 parce qu'on se rappelle, pour l'instant, on est en développement. Ça changerait éventuellement quand on serait déployé. Jusqu'on voit ici, si on veut ajouter une application, disons Android, hein, on n'aura pas toujours la même audience. Fait que des fois, on peut vouloir dire juste, OK, valide pas l'audience, ça veut dire que les requêtes vont pouvoir venir de n'importe quel domaine sans que ça cause de problème. Puis, ça va permettre la connexion des tokens, peu importe le domaine de provenance de la requête HTTP. Donc, sinon, si on fait ça, ça va vraiment être juste, on met ça à true, on met une configuration, mais ça veut dire que ça va juste permettre les connexions à partir de localhost 4200. Si vous essayez même juste de changer le port, donc localhost 4300 par exemple, là ça ne fonctionnera plus, ça va être bloqué, il ne voudra pas générer le token, il ne voudra pas vous authentifier d'une requête à l'autre parce que ben, vous n'êtes pas la bonne audience. Alors, si on continue, donc, ici, valide issuer. Donc, vous avez vu aussi qu'il y a l'équivalent avec un S. Si jamais on en avait plusieurs, même chose pour l'audience, si on avait plusieurs clients, mais dont on connaissait déjà le domaine et tout, on pourrait l'utiliser. On pourrait utiliser une liste, donc on fait une new list et on met plusieurs données à l'intérieur. Ce n'est pas un problème. Donc, ici, c'est un exemple de port, mais je ne sais pas exactement quel est le port de l'application ici. On va, je l'ai, c'est vrai, dans Postman. Alors, dans Postman, ça me dit que c'est 44.355, parfait. Donc, l'issuer, ça va être https /localhost 44.355, je crois. Et voilà. Et donc, le dernier paramètre super important, okay. Ici, c'est donc une façon d'ajouter un secret. Donc, principalement, une string, je suis peut-être mieux, issuer signing key. Excusez-moi, je ne veux pas juste copier-coller. Alors, new, il a la symétrique security key avec un Y, symétrique security key. J'imagine. OK, non, le package est déjà inclus. Parfait. Donc là, c'est, dans le fond, un secret. Donc, c'est une clé qui va être échangée entre votre client et le serveur. Puis, normalement, ça va être utile pour pouvoir encoder et décoder chacun des tokens. Alors, voilà. On doit mettre quelque chose. Ça doit être un array de bytes. Alors, la façon de faire simple, c'est d'utiliser, ici, on le voit là, encoding.utf8 get bytes, et on met donc à l'intérieur. Donc, encoding, là, je parie que, exactement, il faut utiliser ça. Bon, UTF-8, c'est pas obligé d'être ça, mais getByte qui va prendre un string et le transformer en array de byte. Alors, c'est exactement ça qu'on veut. Puis là, idéalement, vous pouvez mettre ça où vous voulez. Vous pourriez comme le mettre, entre autres, ici, dans apps settings.json. C'est
c'est un bon endroit pour le mettre. Oups. OK. Si on vient donc on se met ça. On va laisser ça simple pour commencer. Puis par la suite, là, on ira faire une configuration un petit peu plus robuste. En tout cas, du moins un petit peu mieux organisée en venant mettre ce secret-là directement dans App Settings parce que c'est un secret qu'on va avoir besoin ici lors de la configuration pour valider le token, mais également on va en avoir besoin quand on va vouloir encoder le token. Donc, comme que c'est un truc qui revient, on n'aime pas trop hardcoder à deux places. Donc, on va se faire une configuration un peu plus générale. OK, alors ici, je crois que c'est terminé pour la configuration. Au final, c'était ajouté à default token à identity, default token provider, pardon. Ensuite, on ajoute l'authentification, donc avec les schemes correctement pour dire utilise le token, c'est de type bearer. Et ensuite, donc, on configure vraiment le bearer avec les options qu'on veut. Moi, ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Bien entendu, vous rappelez qu'on pourrait décider de valider ou non l'audience si on avait donc plusieurs clients différents qui voulaient se connecter à notre API, ou encore on pourrait mettre plusieurs audiences. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser notre configuration? Ben, c'est ajouter ici Add Authentication. Bien, c'est déjà fait. Alors, l'utilisation de notre configuration est déjà présente. Maintenant, qu'est-ce qui va nous rester à faire là-dedans? Ben, c'est principalement aller modifier notre contrôleur, juste ici, pour permettre d'avoir un login. Alors là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Ben, je vais vouloir partir de ça ici, parce que je pense que ça va bien aller. Donc, CTRL-C, CTRL-V, mais appelons ça plutôt ici login. En post, ça me semble bien, parce qu'encore une fois, on ne veut sûrement pas envoyer nos informations en get, donc username, password dans une requête get, donc que ça se retrouve dans l'URL, ce ne sera pas débile. Donc, essayons de ne pas faire ça. Ici, le paramètre, j'utiliserai donc une nouvelle classe de transfert, login DTO plutôt que register DTO. Bien sûr, il va falloir la créer. Alors, je ne sais pas si on peut. Non, on va juste vraiment se faire ici. Une nouvelle classe. Avant d'aller plus loin. Login, parfait. Et à l'intérieur ici, comme on ne l'utilise pas encore, on n'a pas besoin d'utiliser la fonction de refactor. Login DTO, parfait. Donc, en fonction de est-ce qu'on veut utiliser username, email, on laisse les champs qu'on veut. Donc, on pourrait même imaginer que ça va être un peu les deux, mais utilisons à ce moment-ci donc le username. Donc, on a juste besoin de recevoir username password pour faire un login. Parfait. C'est tout ce qui va être échangé ici. Bon, on va juste se mettre un return. Okay. Bien entendu, ce ne sera pas ça qu'on va retourner au final. C'est vraiment juste pour enlever le petit rouge parce que j'aime pas trop avoir des petites erreurs en bas. Ça me stresse un peu. Alors, voilà, on a ça. Par contre, là, qu'est-ce qu'on remarque déjà? Okay. On va enlever le commentaire ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que présentement, on a deux URL, deux actions qui ont la même URL. Donc, register et login, les deux s'appellent en post à partir de notre route ici. Donc, je vous propose de modifier un peu le routage pour venir ajouter ici, pour venir ajouter le nom de l'action dans la route. Alors, à ce moment-là, c'est rendu ici, on aura donc le chemin qui sera donc un post vers API/account
slash login. Et en bas, on aura maintenant, toujours en post, API slash account slash register. Oups. Donc voilà, maintenant on a deux URL différentes pour chacune de nos actions, ce qui va quand même être pratique parce que sinon, donc, ça ne fonctionnera pas, c'est bien entendu. Il ne saura pas quelle action appeler. Alors, il faut vraiment faire une configuration ici. Donc, une petite pause pour prendre une gorgée de café, désolé. La magie du montage n'aura pas épargné cette gorgée de café. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc là, m'excuserez, je triche encore. Donc, ça va être important ici, la stratégie qu'on va utiliser, ça va être de venir valider que l'utilisateur existe et que donc son password est le bon. Alors, on va utiliser le User Manager. User Manager, parfait, il est déjà là. Si on se rappelle, on l'a injecté à notre contrôleur. Donc, génial. OK, il est là. Maintenant, on va venir, donc là, notre utilisateur, c'est démo. Démo user. Alors, on va venir rechercher notre user. Oups. Appelons peut-être l'objet login. Ici. Donc, si on vient dans le User Manager, on lui dit, viens donc me prendre find by name, c'est ça? Ouais. Find by name, ça me semble. Ouais, c'est ce que je vous dis de faire ici, qui est parfait. En plus, ça fonctionne avec ce que je vous dis dans le cours. Mais donc, vous voyez ici, là, il y a plein de façons de faire, il y a plein de bonnes façons de faire tant que vous suivez une logique. C'est correct. Alors, on utilise le username. On va aller regarder est-ce que l'utilisateur existe. Bon, là, c'est asynchrone. Donc, il faut lui mettre un await si on veut. Donc, pour dire, pour continuer dans le fond la programmation de façon séquentielle, donc pour ne pas utiliser une fonction pour un callback, on met un await pour que la ligne d'en dessous se fasse uniquement quand que notre fonction asynchrone ici est terminée. Okay, donc, comme que notre action ici est asynchrone, on a le droit de faire des await. Donc, parfait, on va l'utiliser. Alors, ici, on a notre utilisateur. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut valider de est-ce qu'on a vraiment un utilisateur? Okay? Donc, if user, je ne sais pas si c'est ce que j'ai mis ici. OK, si différent de nul. Alors, faisons ça. OK. Des fois, on peut juste mettre if avec la variable parce que normalement, ça va retourner faux si c'est nul et vrai si ça a une valeur quelconque. Mais c'est plus clair pour tout le monde si on met user n'est pas égal à nul. Alors, on va écrire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va venir vouloir utiliser le user manager. Puis lui dire, dans le fond, regardons si le password est le bon. Alors, on a notre user qu'on est allé chercher et donc le password avec login.password. Donc, c'est important d'utiliser cette méthode-là parce que donc le mot de passe dans la base de données, il est encodé. Alors, il n'est pas lisible. Fait que nous, essayer de faire les mêmes manipulations que le framework Density fait. Identity, pardon. Donc, faire le même encodage pour comparer deux strings, bah, c'est pas l'idéal. Pourquoi ne pas juste utiliser les méthodes qui sont fournies? Et encore une fois, comme que c'est asynchrone, on va mettre await. Alors là, on sait que si on a été capable de récupérer ici un utilisateur et qu'on a été capable de valider le mot de passe, parfait. Sinon, bien entendu, là, ici, on peut vraiment imaginer que là, ça ne fonctionne pas. Alors,
return, comme ce qu'on a fait ici, status code, OK. Puis, status codes, point. Bon, là, vous auriez le choix. Dans les 400, on a vraiment des trucs d'erreur. Oups. 406 not acceptable. Bon, c'est quand même drôle. Mais allons-y pour, bon, le erreur 500. Je suis bien fort avec l'erreur 500 dans mes vidéos. On dirait internal server error. Parfait. Mais on pourrait également ici, bon là je pense qu'on va faire ça, donc on va envoyer un objet pour dire, pour au moins envoyer un message d'erreur. Donc erreur, quelque chose comme l'utilisateur est introuvable ou le mot de passe ne concorde pas. Ouais, ok, comme ça, concorde pas. Ça marche, c'est du français qui se peut, ça. En tout cas, on va faire ça, puis on va le cacher, comme ça vous ne le verrez plus jamais. L'important, c'est qu'on a maintenant un message erreur qui va nous dire un peu qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Là, juste ouais, une petite parenthèse, parce que là, je me sens un peu coupable de ne pas l'avoir fait plus bas. Alors, donc pour le register, hein, ici, c'était donc le mot de passe et la confirmation ne sont pas identiques. OK. Une petite parenthèse ici, donc valider le mot de passe. Le mot de passe et la confirmation du mot de passe, c'est un truc qu'on peut facilement faire dans le client. Donc, dans notre application Angular, par exemple, dans une application Android. Par contre, c'est quand même important de toujours faire les vérifications sur le serveur parce qu'on ne peut jamais faire confiance au client. Ben, pour une raison simple, hein, comme qu'on a testé ici avec Postman, on voit que ça, ce n'est pas un client que nous, on a codé. Ça veut dire également que une personne qui voudrait, une personne malveillante qui voudrait nous faire du mal, mais surtout faire du mal à notre application, pourrait décider soit de modifier notre client ou soit de directement ne pas utiliser le client puis envoyer des requêtes directement. Fait que, on prend pour acquis que les validations clients, c'est pour rendre notre application intéressante à utiliser, donc pour faciliter l'utilisation à l'utilisateur. Mais vraiment, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est les validations serveurs parce qu'on ne peut jamais faire confiance à un client. Bon, là, je vais dire ça pour le développement d'applications. Si vous appliquez ça à toutes les sphères de votre vie, on ne peut jamais faire confiance à un client. Je ne peux pas parler pour ça. Et finalement, ici, qu'est-ce qu'on avait? Donc, un message d'erreur. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être une bonne idée ici parce que c'est sûrement si l'identity result n'a pas fonctionné là. Ça doit être que le username est déjà pris, selon moi. Donc, il ne sera pas unique, mais ça peut être autre chose comme le mot de passe n'est pas assez fort. Là, je ne sais pas exactement qu'est-ce que identity result retourne dans tous les cas. Fait que je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais allons-y comme ça. On va retourner l'erreur directement. Je ne sais pas si ça fait des failles de sécurité. Peut-être. Okay? Fait que ça va être à valider. Mais bon, au moins que comme ça, on a maintenant des retours un peu partout. Ça va être plus clair, nos erreurs. Bref, on revient à notre login. Désolé là, pour la parenthèse, je me sens juste mal d'avoir laissé un truc que je ne trouve pas complet dans ma vidéo d'avant. Alors, maintenant qu'on a validé qu'on a un utilisateur qui a vraiment ce username-là et que le password
fonctionne. Donc, c'est le même que ce qu'on avait d'enregistré dans notre BD. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ben, c'est vraiment ici qu'on va venir générer notre token. Là, moi, je me dis, je suis en train de faire les choses tout croche. Okay. On sait que c'est ici que ça va fonctionner. Donc, on sait que si on est à l'extérieur de ça, tiens, ça me semble plus logique, plus joli écrit comme ça, un peu mieux structuré. Alors, pour générer le token maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? OK, donc on a plusieurs trucs. Ouais, ça fait partie du User Manager, OK. Ouais, c'est bon. Bon, là, je vous ai mis plein de var dans les notes de cours. Pas toujours l'idéal, mais je vais juste regarder avant c'est quoi le bon type de retour. Donc, User Manager, c'est get roles async, c'est bien ça. Get roles async, ouais, de notre utilisateur, donc de user. Alors, on vient rechercher les rôles. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? C'est que quand on va vouloir sécuriser un contrôleur plus tard, donc, je fais un exemple ici. Donc, on a notre contrôleur de chat qu'on avait créé au début. On peut sécuriser un contrôleur en venant mettre un contrôleur ou une action. Donc, c'est de la même façon qu'on écrit les deux. Alors, on met authorize. Voilà, ça va, juste ça va obliger l'utilisateur d'être authentifié, donc d'être connecté et d'utiliser un token dans ses requêtes pour avoir accès à n'importe quelle action de notre contrôleur de chat. Mais également, on peut venir encore plus loin, okay, puis venir mettre ici les rôles. Okay, rôle égal, puis on vient mettre, mettons, il faut que ce soit un admin, ben non, peut-être pas là. Pour un contrôleur de chat, on va dire qu'il faut que son rôle, ce soit un cat lover. Cat lover, okay. Ça me semble approprié ici. Donc, voilà. Pour qu'on puisse faire ça ici, puis qu'on vienne spécifier les rôles, ça va être important. Donc, de venir les récupérer dans notre account controller ici. Si vous ne voulez pas les utiliser, vous n'êtes pas obligé de faire cette configuration-là. Alors, OK. Ici, donc, get role, oui, on va mettre au moins le bon. Bon, c'est async, alors, bien entendu, on va mettre await pour juste récupérer les rôles. Puis on voit que c'est juste une liste de strings. Alors, on va mettre le bon type directement. Liste de strings. Parfait. On a ça comme ça ici. Retourne. Attends un peu. iList en liste. Okay, parce qu'il faut juste que ce soit l'interface d'une liste, mais c'est pas vraiment une liste. Non, ok, je pensais qu'on pourrait peut-être faire un toList. Laissons ça en var de bord là. Ouais, je pourrais toujours juste mettre un iList. J'aime quand même pas trop l'utilisation des var. Je trouve que des fois on fait des erreurs qu'on comprend pas exactement. Fait qu'en mettant déjà le bon type, bon, ça évite de faire des petites erreurs comme ici, si on ne met pas le await, ça va nous faire une erreur de compilation. Mais si on ne met pas le await et que ici, on met un var, ben, ça va fonctionner parce que ce qu'on va recevoir, c'est donc la tâche asynchrone qui se roule, qui est en train de rouler. C'est ce qui va être envoyé dans la variable role. Alors, j'aime mieux typer plutôt qu'utiliser var pour donc éviter ces erreurs-là qui ne seront pas détectées lors de la compilation. Alors, par la suite, bon, là, donc, dans l'exemple, j'utilise encore un var, mais en fait, c'est vraiment juste
une liste de claims. Okay, donc, liste de claims. Bon, okay. Parfait. Parfait. Là, on va ici se faire une new list. Génial. Puis on va pouvoir la remplir avec donc les rôles. Donc, c'est quoi des claims? Parce que donc ça peut être pas clair. J'étais certain que je l'avais expliqué quelque part ici. Mais donc, une claim, c'est on dit, on prétend être un truc. Ouais, donc, c'est comme on prétend, entre autres, être, mettons, un admin, ou on prétend être telle personne. Donc, c'est ça. En anglais, c'est on claim d'être cela ou ceci. Puis là, comme qu'on est déjà authentifié, donc on sait que nos revendications, nos claims, ben, sont vrais. Donc, ça s'appelle des claims quand même. Mais tout ça va aller dans les claims. En fait, toutes les informations qu'on va avoir besoin par la suite dans notre application vont aller dans les claims. C'est pour ça, ici, on met donc les claims d'authentification. Les premières choses qu'on va faire, alors on va venir se faire un for each. Ici, on va essayer d'éviter les claims en for each. Non, ce n'est pas ça. C'est des strings, en fait, pardon. Un rôle in roles. Parfait. Et on va pouvoir venir ajouter ça. .add avec new claim. Je suis sûr que je fais ça correctement. OK. New claim. Parfait. Okay. Et là, c'est claim type. Hein? Claim, exactement ce que je pensais. Donc, on a différents types de revendications. On va utiliser les revendications pour le rôle et pour le name identifier. Name identifier, ici, on fait référence à un ID. Donc, voilà. Mais on pourrait avoir besoin, on pourrait imaginer qu'on veut envoyer également le email ou le nom de la personne. On le voit là, il y a différentes options. Mais utilisons juste ça, ça va être un rôle. Puis, ça va être donc le rôle qu'on a ici. Donc, on va ajouter nos rôles un à un de cette façon-là. Parfait. Alors là, on a commencé à construire ça. C'est quoi donc notre prochaine claim qui va être importante? Ça va être, bien sûr, d'ajouter notre user ID. Alors, new claim. Là, claim types. Et ça va être donc name identifier, donc notre ID. Ça va quand même être important pour récupérer notre utilisateur connecté dans les contrôleurs. Alors, on va utiliser user.id. Okay. Voilà. J'ai sûr, pas fait d'erreur. Okay. Je commençais par ça ici. Bon, donc je l'ai fait un petit peu différent. Par la suite, maintenant, donc on a construit nos claims. Ce qui reste à faire, c'est générer donc notre secret pour encoder le token et encoder le token. OK, alors on va venir faire exactement comme ce qu'on avait fait ici. Donc, on va venir se créer une clé à partir de notre secret. Alors, on va voir ça. Voilà, on vient se créer donc une clé à partir, c'est important donc d'utiliser le même secret que ce qu'on va valider. Alors déjà là, on comprend que l'utilisation du string dans les deux côtés, c'est pas idéal parce que, bon, les probabilités disent
que si on modifie celui-là, on risque d'oublier l'autre, ça risque de pas fonctionner, puis qu'on se demande pourquoi. Puis là, si vous dites non, je ne ferai pas ça, je l'ai fait durant que je préparais la démo. Alors, même si je savais ce que j'étais en train de faire, j'ai quand même réussi à pas le faire correctement. C'est vraiment facile à oublier. Fait qu'on va enlever ça dans pas très long. Okay? Parce que là, ben, peut-être que Is This Working, c'est quand même drôle, mais c'est peut-être pas l'idéal comme secret. Ensuite, donc, on va venir. Okay, pourquoi est-ce que euh, j'utilise toujours les var qui est GW Security Token. Pardon, Security Token. Parfait. On va inclure ça. Si vous voulez avoir rapidement cette petite fenêtre-là, vous faites contrôle point, qui est pour avoir des choix de réponse. Moi, j'aime bien programmer par choix de réponse. Et voilà, on crée maintenant un nouveau token. Okay, c'est ça. Okay. Bon. Là, on va pouvoir, là, les paramètres sont facultatifs, mais comme qu'on a vraiment spécifié des trucs dans startup.css qu'on doit valider, on voit qu'on demande de valider l'audience, valider l'issuer. Fait que ça va être vraiment important de les ajouter ici quand on le crée. Et donc, si on regarde maintenant les paramètres, on voit, bon, les crochets disent que c'est donc des paramètres facultatifs, fait qu'on n'est pas obligé de les mettre. Mais ça va être important de mettre l'issuer, l'audience, ben, les claims qu'on vient de créer. L'expiration du token, quand même important. Puis, donc, la clé qu'on a créée. Alors, on met donc pour le paramètre issuer, donc on se rappelle, issuer c'est notre API. Donc là, je vais aller faire un copier-coller parce que je me rappelle jamais du numéro de port. Important, HTTPS parce qu'on a dit que HTTPS était essentiel. Donc voilà, HTTPS. Oups. OK. Ensuite, l'audience. Donc, à qui est-ce que ça s'adresse? Okay. Donc, ça va être notre application Angular. Donc, localhost 4200. Parfait. Éventuellement, quand ça sera déployé, ça risque d'être sur le même serveur. Alors, on devra changer nos configurations ici. Ensuite, donc, les claims. Donc là, c'est ce qu'on a rempli avec les rôles et le ID de l'utilisateur. Donc, ensuite, l'expiration. Donc, notre token va être bon pour combien de temps. Donc là, vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Si vous voulez, c'est date time. Je pense que c'est... attends un peu. OK, now, c'est ça. Okay. À partir de now.add. Puis là, on pourrait... .add. Si on voulait, on pourrait dire qu'il expire dans 1000 ans. Okay. Ce serait vraiment une mauvaise idée. Ce qui est conseillé pour les GWT tokens, parce que à cause de la façon que c'est géré là, par les serveurs et les clients, ce qui est conseillé, c'est d'avoir une petite durée de vie. Fait qu'on peut mettre add hours, puis on va juste ajouter 1 heure. Donc, ça va être bon pour 1 heure, pas plus. Même, on pourrait imaginer que ce soit moins. Donc, ce qu'on va vouloir faire beaucoup plus, c'est se mettre une petite durée de vie, puis avoir besoin de se reconnecter. Donc, faire une boucle pour quand que le token expire, on en demande un autre. Fait que ça, ce serait bien sûr sur le client qu'on ferait ça. Alors, ce serait notre façon de faire.
Et ensuite, donc, sign in credentials. Et là, c'est donc Hotkey qu'on a mis. Bon, peut-être que Hotkey, c'était pas le nom idéal ici. Ah non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est vraiment juste la clé. Les credentials, ouais, c'est ça. Exactement, c'est sign in credentials qui lui demande une clé. Voilà. Hotkey. Et ensuite, quel est donc l'encodage qu'on veut faire à tout ça. Donc, Security Algorithm, SHA-256, donc Security Algorithms. Là, il y en a plusieurs, si je me rappelle bien. Donc, à partir de SHA-256, il y en a vraiment beaucoup plusieurs. Ok, je manque ça. Je crois pas que c'est grave lui que vous utilisez. Je sais que SHA-256, c'est un encodage qui peut seulement être encodé et pas décodé. Donc, c'est quand même intéressant. SHA-512, c'est encore plus fort, mais là, j'ai pas testé voir tous les algorithmes qui fonctionnent ou non. Donc, on va garder ça comme c'est ici. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Oups. Donc là, vous savez, j'ai fait pause sur la vidéo parce que c'était un peu long. Puis là, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment en train d'enregistrer? J'ai aucune indication. Ça fait 25 minutes que je parle depuis la dernière pause. J'espère que ça l'a enregistré. Euh, donc voilà. Okay. On a maintenant notre token ici. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire maintenant? C'est donc simplement le retourner. Alors, pour le retourner, dans le OK, on va se faire un nouvel objet. Donc ici, on peut retourner un objet. Bien entendu, là, je fais juste un new, mais on peut très bien imaginer que ce soit donc une classe de transfert. Ici, je veux juste tout le temps tourner les coins ronds pour une raison quelconque. Mais bon, voilà. Même chose ici pour nos erreurs. Donc, on pourrait se faire aussi un code d'erreur à l'intérieur de notre application qui serait donc un DTO, encore une fois. Donc, ici, new. Quels sont les trucs importants? Donc, on veut envoyer notre token. Donc, à partir de ça ici, point, là, je vais être sûr. OK. Bon, une chance que j'ai regardé, hein, parce qu'il faut vraiment venir l'écrire, et donc pour en prendre la totalité, pour qu'il soit encodé correctement. Donc, GWT Security Token Handler. Security Token Handler, parfait. Point write token. Et donc, c'est l'objet complet qu'on a créé. Parfait. Donc, ça va venir l'encoder au complet dans ce qu'on va récupérer pour notre client. Et ensuite, qu'est-ce qui est important aussi? Valid to ou expires ou appelez ça comme vous voulez. Puis là, on va pouvoir mettre ici à partir de notre token point valid to. OK. C'est bien ça là? Expiration. Bon. Okay. Alors voilà. Fait qu'on va prendre ça, puis on va pouvoir l'envoyer quand ça fonctionne. Alors, je crois que pas mal tous les morceaux sont en place. Peut-être que ce qu'on voudrait faire, c'est maintenant, avant de faire play, mettre ça dans une configuration ailleurs pour que ce soit plus intéressant. Alors, ce que je vous propose, on va venir mettre ça, ouais, ici dans App Settings, pourquoi pas. Donc, créons ici un nouvel objet qu'on va appeler GWT. On pourrait aussi mettre les autres configurations qu'on avait besoin là-dedans, comme l'issuer, puis l'audience, par exemple. Alors, ensuite, ce qu'on va vouloir faire, pourquoi pas mettre okay, la propriété secret.
en respectant les standards, donc avec un majuscule ici. Puis, on peut mettre là, oups, ok, ouais, is this working? Voilà, parfait. Donc, on aurait ici notre petite configuration. Pour une raison quelconque, s'il n'est pas content. Signe 2 points manquant, non-valeur. Ouais, non, mais c'est correct ça. Oups. Oups. Bon. Puis là, il n'est pas content encore. Bon. Au moins là, il ne fait pas d'erreur là, mais il en met une là. Coudonc. Bref, ce n'est pas l'essentiel. Revenons à notre account controller. Comment on ferait si on voulait utiliser ici notre configuration? Eh bien, il faudrait venir l'injecter à notre contrôleur ici. Donc, je vais juste aller tricher un instant. Donc, voilà, je suis allé tricher. Maintenant, je sais que il faut ajouter ici iConfiguration. OK. Ouais, Microsoft Extension. Et donc, on va appeler notre objet configuration. On va se mettre un objet du même nom comme propriété ici. Bon, en fait, comme variable membre de notre classe, c'est pas vraiment des propriétés. Parce qu'il n'y a pas de getSet. Puis on va pouvoir venir faire l'assignation ici. Alors voilà, maintenant on utilise nos configurations, ce qui fait qu'on peut venir utiliser notre objet de configuration ici. Ouais, c'est ça. Je suis en train de me demander. Ouais, ok, on peut juste l'utiliser comme ça. Il me semblait que ce soit ça aussi. Et là, la clé. Alors, la clé, c'est donc jwt.secret. JWT. Ouais, JWT plutôt. Là. Point secret. Parfait. Puis, on va pouvoir venir mettre la même chose de l'autre côté. Donc, dans notre configuration du startup ici. Oups. Et voilà. Donc là, bien sûr, lui, on ne lui a pas encore injecté la configuration. Alors, on va venir faire tout ça. Donc, au constructeur, OK, on le recevait déjà, mais c'est un objet qui s'appelle configuration avec une majuscule. Okay. Puis ici, c'est vraiment une propriété. Donc, configuration avec une majuscule. Parfait. OK, je crois que tout est en place. Vous avez remarqué, ça fait vraiment longtemps qu'on développe sans jamais avoir testé. C'est extrêmement dangereux. Je vous conseille de tester beaucoup plus souvent que ça. C'est sûr que là, bon, c'est tout un gros truc qu'on veut mettre en place. Fait que c'était un peu plus compliqué. On ne peut pas tester juste avec la moitié du token de près. Je pense que j'ai encore dit token et non token. Bref, voilà. On a ici, ça part bien. Je crois que le problème, c'est notre configuration ici. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est ça que j'ai brisé? Je parie que oui. Exactement. Exactement. On voit, il y a quelque chose ici que j'ai complètement raté dans la configuration. OK. On va regarder ça. C'est peut-être pas la même configuration. OK. On corrige ça. Ouais, je coupe ça 2 minutes parce que sinon vous allez voir donc des réponses d'exercice que je ne veux pas donner. Un petit instant. Donc parfait, je crois avoir trouvé ici. Ça demande un 2 points plutôt qu'un point.
Donc, désolé, ça ne fonctionne pas exactement comme en JavaScript. Ce qui veut dire qu'on va aller faire les changements également ici. Alors, donc, JWT 2.secret. OK. Oups, pardon. On va faire play, on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que ça a fonctionné, ce coup-ci? Et voilà, on est capable de lire. On voit également que Swagger nous a créé la documentation pour le login ici et donc le register qu'on avait déjà. Alors, essayons ça. Okay? Je vous propose qu'on fasse ça. On peut même essayer les messages d'erreur qu'on a ajoutés. Alors, si on vient donc dans Postman, ici, qu'est-ce qu'on envoie? Si on envoie ça, on devrait avoir status not found. Ah ben oui, parce que ça l'a changé. Ici, c'est maintenant register. On devrait maintenant recevoir le mot de passe et la confirmation ne sont pas identiques. Peut-être que j'aurais dû mettre un S ici. Super. On avait aussi... donc, normalement, lui devrait déjà exister. Alors, si on fait ça... OK, non. Donc, ça a l'air qu'il n'existait pas. Parce qu'on a un statut 200. Ça retourne toujours aucune réponse, mais on pourrait retourner un utilisateur. On voit là qu'est-ce qu'on reçoit comme code d'erreur. Bon, ben, duplicate username, blablabla is already taken parce qu'on vient de le créer. Puis là, ça, c'est notre deuxième message d'erreur qu'on a mis. Ouais, OK, jusqu'à maintenant, je crois pas que ça crée de failles de sécurité au niveau de notre application. C'est pas si pire. Pas si mal. Alors maintenant, à partir de notre user Bobby, Bob, lui là, et on va pouvoir, à partir de ça, on va créer une nouvelle requête. Alors, on va venir ici, puis on va pouvoir faire un post. Donc là, le moment de vérité, on va faire un login, parce qu'on a déjà créé notre utilisateur ici. Son nom, c'est 1, 2, 3, Bobby Bob. En tout cas, vous avez vu, là, c'est lui. Donc, on va voir ici, venir rajouter ça. Ça va être du JSON, ce qu'on avait besoin. Donc, c'était username. Puis là, le username qu'on a mis, c'est 111 Bobby Bob. Et donc, password serait donc password comme ceci. Je ne sais pas pourquoi ici, il n'est pas content, mais bon, tant pis là. Et juste comme ça, normalement, on devrait être correct. Donc, j'ai un petit stress, donc faisons juste se mettre un breakpoint. Être certain que ça rentre dans la méthode. One or more validation error occurred. Ah, ok, ouais. Donc, on va se forcer de mettre le nom des propriétés en parenthèse. OK, parfait. Maintenant, on a entré. Super, on peut voir qu'on a bien reçu le mot de passe et l'utilisateur. Génial. Oups, pardon. Je suis sur un laptop, hein, donc ça a certaines complications. Alors maintenant, notre user ici, ouais, ça fonctionne, c'est le bon utilisateur. Ici, on a validé son mot de passe, parfait. On voit, bon, ici, on n'a pas ajouté de rôle à l'utilisateur. Fait que, bon, il n'y aura pas vraiment de rôle ici. Mais maintenant, dans les claims, on a ajouté donc son ID, que c'est donc le ID qui a été généré par Identity. Donc, on crée maintenant notre secret et on crée le token
Puis automatiquement, là, quand on fait ça, on va venir l'encoder ici, puis on devrait le recevoir de l'autre côté. Et voilà, on a ici maintenant, bam, un beau token qui va quand même être difficile à reproduire. Puis on voit qu'il va être valide jusqu'au 25 à 18h44. Pourquoi 18h44? C'est une heure à partir de l'heure 0, je crois. Donc, on doit être à -5. Alors, si on ajoute 5 heures ici, ça veut dire qu'il serait 17h45 temps UTC, là, donc temps de Greenwich. Donc, on retrouve, voilà, la validité jusqu'à cette heure-ci. Puis on a maintenant notre token. Alors, tout fonctionne. Ça veut dire qu'on est authentifié. Quelle est l'étape prochaine? Euh, ça va être de venir utiliser ça dans une application Angular complète. Donc, on va venir sécuriser nos contrôleurs, puis on va venir appeler des méthodes de cat controller, puis regarder comment est-ce que ça fonctionne avec ça. Alors, ce code-là va être disponible, bien sûr, sur le site du cours et également dans les commentaires de la vidéo. Alors, voilà pour ajouter Identity, pas ajouter Identity, ajouter l'utilisation de token à Identity. Alors, on se revoit tout de suite pour savoir comment l'utiliser. Maintenant, utiliser ça avec Angular.